Bonjour, ou plutôt bonsoir, comme vous voulez. Donc, je suis très heureux. Je m'appelle Ahmed Habous. Je suis le modérateur de ce débat qui concerne le livre de Madame Rita Al-Khiyat. Dans quelques instants, je vais la présenter. Donc, je donne tout de suite, pour faire très vite, je donne tout de suite la parole à son Excellence, monsieur l'ambassadeur Youssef Ben Balla, donc pour dire quelques mots à propos de cette rencontre. Et après, je donnerai également la parole au directeur de l'Institut français, monsieur François-Xavier Adam, qui a été élu directeur il y a quelques temps, avec un parcours évidemment très enrichissant. Et après, je présenterai Madame Rita Al-Khiyat, je la présente et je parlerai évidemment de son œuvre, et après je lui donnerai la parole, je lui laisserai la parole pour parler de son livre. Voilà, donc à vous, monsieur l'ambassadeur. Merci Ahmed. Bonsoir chers collègues et amis. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour une rencontre culturelle francophone assez spéciale avec l'auteure marocaine Madame Rita Khayat, qui va nous présenter son dernier ouvrage intitulé Le Maroc, des traditions et des coutumes. Cette rencontre que l'ambassade du Royaume du Maroc organise en collaboration avec l'Institut français Centre Saint-Louis, que je remercie d'ailleurs pour sa collaboration continue et sa disponibilité. Je profite également de cette occasion pour remercier la présence évidemment de Madame Khayat, ainsi que de Monsieur Ahmed Habous, anthropologue et professeur à l'Université orientale de Naples, ainsi que Monsieur François-Xavier Adam, le directeur de l'Institut français Centre Saint-Louis, à qui je souhaite bienvenue, et à tout le public francophone qui nous suit en ligne de Rome et d'ailleurs. Cet événement s'inscrit dans la relance des activités culturelles francophones, dans le cadre d'une francophonie de la diversité qui a célébré sa journée internationale le 20 mars dernier sous le thème « Femmes résilientes ». C'est un hommage à toutes les femmes de la francophonie qui se battent au quotidien, en particulier pendant cette crise sanitaire sans précédent. Justement, c'est dans ce contexte que nous avons choisi où nous accueillons l'une de ces femmes francophones, résilientes, qui a joué un rôle important pour promouvoir la diversité et le multiculturalisme à travers ses livres et ses publications. Madame Rita Al-Khayat est l'une des premières et des pionnières militantes de la condition de la femme au Maroc et au Maghreb. Il est important pour chaque culture de faire connaître son histoire, ses signes et ses traditions à travers les personnalités intellectuelles et la richesse de la société. Et ce que nous allons découvrir ensemble avec notre cher écrivain Rita Al-Khayat, passionné par la richesse et l'histoire de son pays, en nous présentant le Maroc des traditions. Alors je vous souhaite un bon voyage aux traditions du Maroc. Merci. Merci. À vous la parole, monsieur le directeur de l'Institut français François-Xavier Adam. Et j'ai vu que vous avez fait un parcours excellent, un parcours vraiment, et vous avez cette familiarité avec le monde arabe et avec nos cultures. Donc, on a au milieu cette belle langue, je dirais, de Molière, de Racine et de Corneille. À des moments, ça m'arrive souvent de lire Racine à haute voix, donc ça me remplit de joie et de vie. Évidemment, on est au milieu de plusieurs langues et je vous donne la parole. Merci. Merci aussi de nous avoir accueillis dans ce débat qui, j'espère qu'il va nous enrichir tous. Professeur Habous, merci de votre très gentil mot. Je serai très très court parce que nous sommes venus écouter en français Rita Al-Khayat qui nous rassemble comme le Maroc rassemble
pays de cultures multiples où j'ai eu le plaisir, sans aller plus loin, de travailler pendant plusieurs années et d'y faire de belles rencontres, et entre autres notre intervenante ce soir. Donc pour moi, c'est un honneur pour l'Institut français Centre Saint-Louis, un honneur et un plaisir d'être avec vous et de vous accueillir. Monsieur l'ambassadeur, merci de votre mot qui nous touche vraiment. Et je vous propose de rentrer dans cette rencontre de l'autre, celui qui n'est pas moi, disait Michel de Certeau, et que Rita El Hayat sait décrire mieux que personne. J'ai un souvenir ému, en tout cas, de nos rencontres il y a maintenant quelques années. Exact. Merci. Beaucoup, monsieur. Je voudrais remercier, si vous me permettez aussi, Madame Sloa Bontahar pour l'excellente organisation, ainsi que Madame Nolwenn de Lisle. Je vous remercie infiniment. Et puis, si vous me permettez, je commencerai par la présentation de Madame Rita Al-Khiyat. Madame Rita Al-Khiyat, son livre m'a beaucoup frappé, m'a beaucoup ému. Le Maroc des traditions et des coutumes. Madame Rita Al-Khiyat, médecin, psychiatre, psychanalyste, anthropologue, écrivaine, animatrice, artiste, conférencier mondialement connue, auteur de plusieurs livres importants. Elle a également publié des centaines d'articles, une intellectuelle importante dans le panorama culturel marocain et international. L'œuvre de Madame Rita Al-Khiyat, c'est d'abord beaucoup de choses à la fois. Des mots chargés de sens et de substance, des images, des métaphores, des récits de mémoire locale et globale. L'univers civilisationnel de Madame Rita Al-Khiyat est riche et très varié. C'est une pensée profonde, sensible et très subtile, qui nous introduit dans un Maroc habité par une profondeur historique singulière et complexe. C'est aussi un voyage à travers l'Empire chérifien, ce vieux pays qui ne laisse personne indifférent. Ce livre, c'est aussi une vision d'un passé lointain, d'une présence existentielle et matérielle, consciente de son héritage et les grandes possibilités qu'elle offre pour construire des passerelles avec le futur. Le livre de Madame Rita Al-Khiyat, c'est d'abord une grande passion sincère pour la vie, pour les autres, pour les mots, pour leur importance et leur usage dans le dialogue avec les autres civilisations. C'est aussi une grande passion pour les choses marocaines, dirais-je un acte d'amour pour le Maroc, pour sa grande diversité linguistique, ethnique, culturelle et géographique, comme disait elle-même, méditerranéenne, atlantique, africaine, par la variété richissime de sa biodiversité, des traditions et des coutumes. C'est un engagement pour repenser et protéger le patrimoine matériel et immatériel, l'architecture et la conservation des mémoires, des arts et métiers qui commencent à disparaître malheureusement. Ce livre est une contribution pour celles et ceux qui veulent connaître le Maroc à travers un regard plus proche et intime. Le livre est une merveilleuse fresque qui nous fait voyager et rêver à travers l'art, l'esthétique, la symbolique, un unicum qui interpelle notre sensibilité et notre regard. Le Maroc est un musée à ciel ouvert. Pour le comprendre, je vous invite à lire ce magnifique livre. Des traditions et des coutumes est un agréable voyage que n'offre Madame Rita Al-Khiyat pour décortiquer et savourer ce foisonnement culturel richissime, très varié, où tous les styles, modes de vie et savoir-faire cohabitent dans une synthèse où même les contrastes et les paradoxes donnent du sens et de la substance à cette authenticité singulière par sa richesse et son originalité d'un Maroc passé, présent et futur, ouvert sur toutes les possibilités. Ce livre est une ouverture sur la beauté, les couleurs et l'émerveillement. Le livre de Madame Rita Al-Khiyat nous dévoile la forte personnalité complexe du Maroc moderne. Bonne lecture. Donc, je lui donne tout de suite la parole parce que je pense qu'elle a mieux qu'elle pourra nous étaler, nous exposer. Et moi, je reste toujours sur le charme
et sur l'admiration d'un ouvrage qui m'a vraiment ému et qui m'a vraiment enchanté. Voilà, à vous la parole. Merci beaucoup, Sermet, merci. Merci pour la présentation. Merci à toutes les personnes présentes. Je remercie Son Excellence, l'ambassadeur du Maroc, Si Youssef Balla. Je remercie le directeur de l'Institut français, M. François-Xavier Adam, que j'ai connu il y a longtemps au Maroc, puisqu'il y était en poste. Sermet, évidemment, avec lequel nous avons préparé tout ce travail. Madame Bentahar et Madame Nolwenn de l'Institut français. Alors, présenter son livre, c'est toujours difficile parce que soit on veut absolument le faire connaître, soit on l'aime et on va en défendre ce qu'il y a de plus fort dedans. Moi, j'aime les livres, j'aime beaucoup, j'aime tous les livres. Celui-ci, il a une histoire particulière. Je me suis rendu compte en 2006 que nous fêtions le 50e anniversaire de l'indépendance du Maroc. Et je réfléchissais sur la question en me disant, mais je vois sous mes yeux disparaître des coutumes, des traditions, des manières de parler, des vêtements, des manières de recevoir. Les transformations étaient extrêmement rapides pour moi et j'étais encore plus polarisée par les problèmes de la langue parce que je suis psychiatre et psychanalyste, donc pour moi le verbe, la langue est un outil de travail et je me rendais compte que les langues changeaient et que les dialectes d'origine disparaissaient, qu'il y avait une espèce de fusion, d'une espèce de globish. Moi je vis à Casablanca, donc c'est une ville cosmopolite, cosmopolite en diable. Et donc, il y a quasiment aujourd'hui un langage casablancais qui m'a beaucoup éloignée de mes origines, puisque moi je suis rabatia, je suis originaire de Rabat, et andalouse d'origine, par mes deux familles. Et donc, j'ai eu besoin en tant qu'anthropologue aussi, puisque je suis diplômée de l'école des hautes études en sciences sociales de Paris, en anthropologie, en spécialité du monde arabe. J'ai eu besoin de figer toutes les coutumes et toutes les traditions que j'ai pu répertorier en me disant c'est un travail qui devrait être fait par des dizaines de personnes, voire des centaines, mais que le fait au moins de recueillir et de poser sur du papier les références, des références au moins, au moins superficielles, ça ferait que il y aurait moins de disparitions, il y aurait moins de fonte de ce personnage culturel marocain qui est extrêmement particulier, extrêmement fort, extrêmement préservé. Et d'abord, c'est un très vieil empire, c'est un des empires les plus anciens, c'est une des dynasties les plus anciennes au monde, puisqu'elle a plus de 350 ans. Cet empire a aussi été préservé à l'est des Turcs. Donc il est resté authentiquement marocain dans le sens de la mazérité, dans le sens des populations arabes, parlant arabe depuis toujours, et andalous et juifs, etc., etc. C'est un pays qui est resté préservé de ce que l'Empire ottoman a déstructuré dans l'esthétique, par exemple, de pays comme l'Algérie, comme la Tunisie, où on voit, ne serait-ce que dans le domaine de la mosaïque, par exemple, on voit très bien que la mosaïque au Maroc est à angle droit, qu'elle est exactement comme celle des origines rapportées d'Andalousie, et qu'elle est mièvre et pleine de cercles, de fioritures, déjà à partir de l'Algérie vers la Tunisie, etc. C'est-à-dire qu'il y a une influence ottomane qui est redescendue sur ce côté sud de la Méditerranée. Donc, mon ressenti est un ressenti qui veut clamer cette force culturelle particulière du Maroc, un pays qui est extrêmement traditionnel, que je compare souvent au Japon, parce qu'il a gardé une tradition extrêmement forte, même si aujourd'hui elle est attaquée de toutes parts par la mondialisation, la créolisation du monde. Il ne faut pas se cacher cette vérité.
Et donc, comme une fourmi, j'ai ramassé tout ce que j'ai pu comme tradition et comme coutume. Elles sont dans ce livre qui, à l'origine, d'abord fut un beau livre, malheureusement, hélas, aujourd'hui épuisé, mais qui est encore plus revalorisé, si je puis dire, dans cet ouvrage qui est beaucoup plus accessible à un plus grand nombre de personnes et que j'ai voulu publier à Paris pour qu'il soit référencié, envoyé dans toutes les bibliothèques du monde, toutes celles qui donc sont à l'affût d'ouvrages pareils. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Je pourrais le reprendre, mais je pense qu'il faut, si je le reprenais, il faudrait faire un livre complètement différent, parce que celui-ci doit se figer dans le temps où il a été écrit et doit simplement être exploité, c'est-à-dire que chaque partie, quasiment, doit trouver son chercheur, son analyste et celui qui va le mener plus loin. Par exemple, si je prends dans la partie qui s'appelle la matrice culturelle du Maroc, il y a l'art marocain musulman, il y a les arts traditionnels, musique, danse, spectacle de rue, le fraja, la culture populaire, il y a les dialectes, l'art de la conversation, le hajjayat, etc. Il y a la littérature archaïque, il y a les dialectes, les berceuses, il y a tout un florilège de mots qui sont en train de disparaître. Et si il y a le vêtement, il y a le bijou, etc. Donc, dans cette multitude et cette foultitude de choses, je n'ai pas dit le dernier mot. Je pense que c'est un ouvrage qui doit être à la portée des gens qui doivent travailler sur ces domaines, qui sont en danger de disparition. C'est ça qui m'inquiète le plus, c'est leur disparition. Il y a une question que je voulais poser, c'est-à-dire, moi, justement, selon la première partie, coutume, rite et tradition à travers les étapes de la vie. C'est très important parce que c'est la partie la plus importante. C'est d'ailleurs, ça me remet dans le mécanisme de l'éducation de la mère, du rapport avec, dans notre éducation patriarcale, malheureusement, il y a ce mécanisme qui a été brisé et qui est en train d'être brisé grâce à vos travaux, grâce à d'autres femmes qui sont en train de faire un travail énorme et ce n'est pas fini. C'est-à-dire, le patriarcat, malheureusement, on l'a aujourd'hui partout dans l'Europe et ailleurs. On voit chaque jour, il y a des femmes qui sont tuées par leurs compagnes, etc. Le féminicide, c'est une réalité. Et donc, ce système patriarcal, cette civilisation avec des défauts d'ailleurs et avec des grandes qualités, et c'est tout à fait vrai parce que c'est un travail d'équipe. Il y a une grande réflexion de fond et les coutumes et traditions, ils sont parfois contaminés par les tabous ou par des blocages. C'est-à-dire réformer les mentalités est une nécessité pour beaucoup de pays, pas simplement pour le Maroc. Mais le Maroc, comme vous avez dit au début, il a la chance d'avoir ce patrimoine, il a la chance d'avoir cet héritage. Et moi, j'étais en train de lire l'autre jour, en relisant le livre de Madame Rita Al-Khiyat, j'ai les 27 volumes de Mukhtar Soussi, El-Massoub, Sous la Alima, Sous la Savante. C'est un ouvrage excellent. On a un peu critiqué d'une manière très rapide Mukhtar Soussi, un salafite. Non, il a fait une analyse détachée. Il a fait une analyse extraordinaire sur le royaume sur les grandes zaouïas, sur le soufisme. Il a fait un travail énorme, Il a fait un livre que je suis en train de lire, c'est Autour de la table. Autour de la table, il a eu des conversations sur des réalités liées à la spiritualité, liées. Et donc, le Mukhtar Soussi, il a fait un travail d'ethnologue, d'anthropologue chez lui. Il a effectivement, il a voyagé dans toutes les régions du sud du Maroc. C'est vrai ce que vous avez dit par rapport à la langue. Moi, la langue berbère, parce que le Maroc, c'est vraiment un mix de plusieurs langues. La darija marocaine, elle est d'une richesse extraordinaire. Nous,
je ne fais pas une reproche à l'Institut, à l'ERCAM. Je dis simplement, on a fait un excellent dictionnaire, mais il nous manque un atlas. Il nous manque un atlas étymologique des mots. On devrait faire un travail dans nos régions qui sont richissimes de beaucoup de choses. Et c'est vrai, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans la première partie dédiée aux étapes de la vie, à l'éducation que j'ai reçue, qu'on a reçue tous, à la variété des coutumes, parce qu'au Maroc, figurez-vous, dans une région comme le Sud, même le sacrifice, il est différent d'un village à l'autre. Les traditions peuvent être différentes d'un petit patin à l'autre. Donc, le sacrifice dans le Haut Atlas, il n'est pas le même dans la plaine. Donc, ce Maroc diversifié. On a aussi, j'ai trouvé dans les archives de famille, un lexique extrêmement riche, des mots anciens, altérés peut-être, ou adaptés à la modernité. Il y a un lexique au niveau de l'agriculture, richissime, un lexique au niveau de la solidarité, la tuisa. Donc, beaucoup de Français le savent, les amis de la Tantine, les Berbères, ils ont déjà inventé des réseaux de solidarité. C'est-à-dire, le conflit entre la charia et la zulf, c'était ça. C'est-à-dire, on ne peut pas appliquer la charia. C'est-à-dire, dans une société basée sur le droit coutumier, si je dois couper la main à un type, donc je risque d'avoir des handicapés partout. Donc, le bonhomme, il n'y a pas eu de prison. Et quand on joue sur on dit Blad Mkhzen et Blad Siva, le pays de l'insoumission et le pays du pouvoir, c'est faux, parce qu'ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Il n'y a pas de. C'est une masse condensée de sens et de signification, mais on n'a pas pris le temps, évidemment, on n'a pas pris le temps de faire de l'analyse. Comme disait Abdelkbir Khatib, il a dit les Marocains, ou beaucoup de gens, ils sont traditionnalistes par absence de tradition. Donc, moi, je reconnais que le Maroc est un pays conservateur dans le bon sens du mot et traditionnaliste. Et je suis tout à fait d'accord qu'il y a un travail énorme à faire pour la protection. La question que je pose à Mme Rita Al-Khiyat, comment il voit actuellement l'évolution au niveau linguistique, parce que c'est là où la richesse, l'identité flexible d'un pays se joue. Donc, est-ce que, effectivement, quand moi je suis de Meknès, quand j'étais petit, il y avait le Ma'alem. Dans chaque quartier, il y avait les corporations. Et toutes les corporations, les grands Ma'alem, c'était des gens qui maîtrisaient la musique andalou. C'était des gens qui maîtrisaient la parole. Et même le halqa, comme vous le dites dans votre texte, le halqa, est-ce qu'il n'avait pas une fonction aussi de la maîtrise de la parole? Donc, c'est ça. Il y a une richesse. Moi, j'invite beaucoup de gens à lire attentivement votre livre, parce qu'il faut le lire avec beaucoup d'attention. Il faut prendre son temps. Et il faut aussi avoir une certaine familiarité avec certains arguments. Parce que moi, le livre, je le trouve encyclopédique dans le bon sens du mot. C'est des ouvertures, c'est des possibilités. Même sur la question de la femme, il y a aussi un travail. Moi, je pense qu'on appartient certainement à un héritage civilisationnel musulman, riche, complexe, tissé de contradictions, qu'il faut toujours contextualiser. Parce qu'on a le droit, le Maroc a le droit d'avoir ses erreurs, a le droit d'avoir ses contradictions, comme toute société humaine. Le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes référentiels. Et les choses se jouent. Parce qu'on dit les lumières. Est-ce que les lumières que je vais épuiser dans le Mukhtar Ceci, ou dans la tradition berbère, ou dans la tradition marocaine, et dans tout le savoir qui est là, parce que est-ce qu'on est capable, quand on marche dans les rues, quand on visite les villes marocaines, est-ce qu'on a cette sensibilité et cette capacité de dialoguer avec l'art, de dialoguer au niveau esthétique? Et ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis vraiment bouleversé du fait de ne plus voir, de voir le risque. Il y a des risques, malheureusement, de voir ce patrimoine qui est essentiel, qui est vital pour notre savoir. Parce que le savoir, nous, on n'a pas encore épuisé ce savoir-là qui peut évidemment forger cette société, comme disait Paul Pascal, une société composite, où il utilisait un mot dans la région de Marrakech, dans sa thèse, le haouz,
mais le malaqtin, c'est des ramassés, pas au sens péjoratif du mot, c'est au sens noble du mot. Et donc, il y a cette profondeur qui est immense, qui est énorme. Moi, quand je vais chercher dans les traditions berbères, et Madame Rita Al-Khiyat le sait très bien, que dans le sud du Maroc, c'est les femmes qui soignent les archives, c'est les femmes qui maintiennent. Non seulement ils maîtrisent la pharmacopée, ils maîtrisent beaucoup de techniques, mais malheureusement, si on fait pas, si on fait pas vite, si on n'essaie pas de sauver ce patrimoine, je le dis avec la passion, je le dis avec le cœur. Peut-être j'ai tort, j'ai raison, mais je le dis avec mon cœur. Je le dis vraiment avec mon cœur. Et je suis tout à fait d'accord parce que le livre, il nous ouvre des pistes de réflexion. Il invite des chercheurs à faire des travaux dans ces domaines. Par exemple, sur le Maroc des traditions et des coutumes. Le Maroc des traditions et des coutumes, c'est quand même, je peux utiliser un terme. Le Maroc, c'est comme Dar el-Kibera, c'est une grande maison. Cette grande maison, elle a des grandes fenêtres et chaque fenêtre est ouverte sur un univers avec ses codes, ses secrets, mais aussi ses possibilités. Même dans la violence, parce qu'on est le fruit aussi d'une société dure, mais la violence nous a permis aussi d'élaborer, de faire des réflexions. C'est la douleur et la souffrance, souvent, elle est là, mais il nous a permis également de faire les femmes, par exemple, Madame Rita Al-Khiyat a dès le début a dit ce greffage de modèles, comme dirait Paul Pascan. On a cette habitude de greffer des modèles qui viennent d'ailleurs. Pourquoi on ne va pas épuiser dans ce patrimoine aussi riche, aussi varié que celui du Maroc? C'est vrai, c'est un vieux pays. Et comme tout vieux pays, il a des choses à dire, il a des choses à enseigner, il a des choses aussi à partager. Voilà, donc je me suis permis. Donc, ce que j'ai voulu savoir, parce que la partie qui, peut-être d'autres poseront des questions, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est aussi l'art, c'est-à-dire la matrice culturelle du Maroc. La question de l'art, du théâtre, de la parole. Moi, je pense à Mjdoub, je pense aussi à Nasl Riwan. Boujmer, c'est sa mère qui l'a influencé. Batma, c'est sa mère qui l'a influencé. Les femmes maîtrisent le savoir, la culture orale. Notre problème aujourd'hui, même les chercheurs anthropologues étrangers, comme dirait Hassan Rachir, il y a ce regard lointain et ce regard proche. Et les Marocains, ils ont quand même, Madame Rita Al-Khiyat, il a ce regard proche, intime, vécu, réellement vécu, qui nous touche et qui nous invite à aller de l'avant. Oui, Voilà. alors, merci beaucoup pour tous ces matériaux que vous nous livrez, cette analyse. Alors, bon, j'ai des questions, j'ai déjà 4 questions auxquelles je vais répondre. En fait, ce qui est triste, c'est qu'il y a des pans entiers de la culture qui sont abandonnés, d'énormes pans. C'est-à-dire que s'il y a une reviviscence, s'il y a une résurgence, s'il y a une renaissance, elle n'est que religieuse. Et cette reviviscence, cette régénération de la religion se fait aux dépens de toutes les autres parties culturelles. Avec une destruction, je dirais, d'un islam autochtone, indigène, familial, culturel, dans lequel, par exemple, moi j'ai baigné. L'islam dans lequel j'ai été élevée, donc qui est indigène, autochtone, citadin, culturel, qui est un héritage, on est en train de le battre en brèche par un islam rigidifié, importé, dans ses vêtements, dans ses rites, etc., des pays qui ne sont pas maghrébins. Ça veut dire que la richesse de l'islam que j'ai vécu, elle a disparu. Et cet islam, il était complexe. C'était non seulement une croyance,
C'était non seulement une manière de prier extrêmement pudique, extrêmement réservée. On ne prie pas pour se montrer, on prie pour se recueillir. C'était une manière de faire le ramadan et d'en faire vraiment une période de recueillement, une période de simplicité, une période d'être avec soi et son créateur. Aujourd'hui, dans les villes, on voit une espèce d'apparat, une espèce de vente d'iftar, par exemple, dans tous les restaurants, etc. Le ramadan ne se fait pas dans un restaurant. La rupture du jeûne, je suis désolée, c'est un foyer, c'est une maison, ce sont des habitudes, c'est en silence, c'est en recueillement, c'est un processus qui est culturel et hérité sur des générations et des générations. Et donc, non seulement il y a disparition de ces coutumes-là, mais elles sont remplacées par des coutumes qui n'ont rien à voir avec le Maghreb et rien à voir avec le Maroc. Et le Maroc est supérieur à ces pays qui envahissent le Maroc. Je vais donner un exemple très simple. Par exemple, dans le dessin de l'henna, du henné, le dessin du henné sur les mains, sur les pieds, la manière de s'en servir dans les cheveux, il a complètement changé. Les dessins traditionnels ont disparu. Elles ont disparu. Tous ces modèles anciens ont disparu. Ce qui fait que la position du henné aujourd'hui, elle est moitié hindoue, moitié saoudienne, moitié afghane, moitié pakistanaise. Et cette merveilleuse dentelle d'autrefois, sur les mains des mariés par exemple, elle a disparu. Heureusement que Besancenot, il y a 80 ans, Oui, l'a dessiné et laissé dans des livres. Hein. oui, c'est Parce vrai. que sinon, parce que sinon, qu'on vienne pas me dire que ces espèces de dessins emberlificotés que se font faire les touristes à Jemaa el-Fna, qu'on vienne pas me dire que c'est le aîné de mon enfance, avec le manqasha, c'est-à-dire celle qui est la maîtresse dans l'art de Oui, la position du henna et qui allait dans les grandes maisons, qui allait dans les grandes festivités, qui n'était réservée par exemple qu'une fois dans la vie à la jeune mariée. Donc, il y a une espèce d'effacement, d'écrasement de tout ça sans photos, sans documents peints, sans documents enregistrés, rien du tout. Comme les dialectes sont en train de périr avec les locuteurs. Et on a dit que c'est multifactoriel, c'est la globalisation du monde, mais c'est en même temps des sociétés qui s'auto-travaillent et qui se travaillent mal. Pourquoi? Parce qu'elles s'inter-influencent et dans cette inter-influence, il y a beaucoup de vulgarité, il y a beaucoup de choses populaires, mais populaires dans le sens médiocre, dans le sens qui est esthétiquement pas beau. Je vais me référer encore à Marrakech. Comme vous le savez, Jemaa el-Fna est patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, il appartient à toute l'humanité. Avant, il y avait un merveilleux conteur aveugle qui se posait sur cette place avec ses dizaines de pigeons, avec tout ce qui l'entourait, avec ses vêtements invraisemblables, avec des instruments de musique inouïs. Il y avait 200-300 personnes autour. C'était un théâtre déjà. C'était un théâtre. Et cet homme, incroyable, invraisemblable, il n'y a pas un film sur lui. Il y a peut-être une photo ou deux, et encore, il faut beaucoup chercher pour la trouver. C'était un trésor vivant. Comme les Japonais appellent leurs artisans les plus extraordinaires, ce sont des trésors vivants. Cet homme était un trésor vivant. Moi, je ne le savais pas. Et je ne savais pas qu'aujourd'hui, il y aurait ces piètres comédiens qui se produisent sur la place. Et des comédiens, des halaïqiyas, c'est-à-dire des artistes de rue qui n'ont rien à nous apprendre, dont le contenu linguistique, langagier, cette manière qu'il avait de nous faire rêver, de raconter des choses étranges, de mélanger les mille et une nuits et les contes du Sud et ce qui était amazir avec ce qui était... Ça disparaît et c'est dramatique. Comme par exemple ce festival merveilleux de Marrakech des arts populaires. Aujourd'hui, les vêtements, à mon scandale, à mon grand scandale, il n'y a plus de matière noble.
Par exemple, les femmes s'habillent avec des choses qui sont du polyester, qui sont des produits de très basse qualité qui ne sont pas de l'origine. Et pas seulement les vêtements. Quand je vois les sheikhats aujourd'hui, la sheikha est un... Comme vous le savez, j'ai écrit ce livre qui s'appelle La femme artiste dans le monde arabe. La sheikha et la geisha, elle est en même temps cette femme dont le rôle est de chanter. Mais c'est un rôle ancestral. C'est une artiste reconnue, elle fait partie du patrimoine, du matrimoine du pays. Quand aujourd'hui vous avez les sheikhats qui ont des cheveux décolorés, en blond, qui sont maquillés à la dernière mode de Paris ou de Londres, qui ont des maquillages insensés, qui vous font une roulade à la fin de la chanson, mais je suis exaspérée. Non pas parce que je refuse les transformations, mais parce que j'aime l'authenticité, j'aime la noblesse, j'aime l'art dans sa plus belle expression. Et une sheikha qui chante, elle ne doit pas être vulgaire, elle ne doit pas ressembler, pardonnez-moi, à une prostituée. Elle doit être noble. Elle doit donner son art dans la noblesse. Parce qu'un art fort est un art noble. Et la noblesse existait dans ce pays, elle est en train de disparaître. C'est ça que j'ai voulu dire dans ce pays. Là, je ne sais pas, il y a quelques questions. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends les questions qu'on pose? Alors, je peux répondre déjà à celles que j'ai sous les yeux, Ahmed. Oui. Alors, la première, pourriez-vous nous indiquer le nom de quelques jeunes écrivaines marocaines qui pourraient être vos héritières culturelles? Alors, la question est très belle, hein? La formulation est très belle. Alors, les jeunes écrivaines, je me suis un peu éloignée du champ littéraire pour une raison simple, c'est que pas grand monde lit aujourd'hui. Ensuite, la distribution des livres est dramatiquement restreinte. Et donc, il y a eu le Covid, ce qui fait que ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de salon du livre. Moi, je peux parler de moi comme moi héritière des autres. C'est-à-dire, au lieu d'aller en aval, je vais aller en amont pour faire comprendre comment se fait l'héritage. Alors, sur ma page Facebook, moi, je ne suis pas représentée, c'est Simone de Beauvoir qui est représentée. Pourquoi Simone de Beauvoir? Parce que elle a fracassé le mur du son. Elle a explosé toutes les barrières, mais elle a beaucoup lutté et souffert pour ça. Quand son livre Le deuxième sexe est sorti, c'était un scandale de tous les temps, quoi. Et donc, cette femme a d'abord une formation qu'on ne peut pas contester. Elle passe l'agrégation de philo, elle est deuxième. Après Sartre qui est premier. Ça veut dire que déjà la barre est très haute. C'est pas une petite licence qui écrit un petit livre, qui fait tous les trajets du monde pour présenter ce petit livre vide, vide de sens et dont la langue n'est pas belle. Donc, moi je me réfère, aujourd'hui je suis en train de lire que les classiques. J'ai présenté pendant 8 ans une émission littéraire quotidienne sur la chaîne nationale marocaine, donc des livres du monde entier, et je me suis rendu compte qu'il y a une vacuité, une pauvreté dans ce qui se publie actuellement dans le monde qui est tragique. Tragique. Mes jeunes héritières ont comme challenger des gens comme Marc Lévy et Musso. On lit Marc Lévy et Musso. On en achète 8-9. Personne n'achète un de mes livres, évidemment. Et ce n'est pas le problème. Et ça ne me fait rien du tout, parce que quand on vise l'excellence, eh ben, il faut savoir souffrir. Oui. C'est clair. Alors, moi, je suis héritière de Simone de Beauvoir, de Shulamit Firestone, de Gisèle Halimi, que j'ai rencontrée de nombreuses fois et que j'ai présentée à Casablanca, qui est une femme absolument remarquable, d'une humilité extraordinaire. Donc, ces femmes elles m'ont formée, elles m'ont influencée, elles m'ont guidée, elles ont fait de moi cette héritière aujourd'hui qui répand.
j'ai écrit aujourd'hui 38 livres, qui répond dans ces livres quelque chose qui, euh, qui vient d'elles, qui ont irrigué ma pensée, mon cerveau, etc. J'étais extrêmement jeune quand Madame Gisèle Halimi m'a reçue à l'UNESCO, où elle était ambassadeur de France à l'UNESCO. De façon très simple, pendant longtemps, elle ne comptait pas son temps. Donc, euh, euh, mes futures héritières, peut-être que ça va se passer dans le cinéma, parce que j'ai des contacts aujourd'hui avec des jeunes femmes qui vivent à l'extérieur, une qui veut sauver un cinéma de Meknès, par exemple, C'est ma- une autre qui m'écrit de Budapest pour me questionner, elle fait une thèse sur le cinéma marocain du XXIe siècle. Donc peut-être que mon relais aujourd'hui est plus à travers le cinéma, que j'encourage, mais qui en même temps me reprend à travers ces femmes qui sont soit des scénaristes, soit des chercheurs, etc. Ensuite, quelle a été la réponse du public marocain à mon ouvrage? Alors, j'ai envoyé le faire-part de la publication à la revue Zaman. J'ai eu droit à une notule. J'ai eu droit à une notule. Une notule. J'ai rigolé, j'ai ri. Je trouve ça risible. C'est parce que dans ce livre, comme Sermed l'a compris, il y a une très grosse histoire du Maroc. Il y a une très grande partie qui est historique, qui est relayée entre l'anthropologie et l'histoire. Donc j'ai beaucoup ri. Le livre coûte très cher. Le livre au Maroc coûte 350 dirhams. Et donc, comme nous avons des problèmes terribles de distribution, eh bien, il rentre au compte-gouttes. Et donc, ça va être des privilégiés qui vont l'acheter, le mettre dans les bibliothèques, et notamment des collectionneurs. Ben voilà, c'est comme ça. J'y peux rien. Peut-être qu'il faut faire encore une troisième édition populaire pour le Maroc, qu'il faudrait vendre à 50 dirhams, en implorant les diffuseurs de la mettre partout au Maroc. C'est un problème. Alors, l'autre question est intéressante. Quels sont, selon vous, les effets de la pandémie sur le panorama culturel marocain? Eh bien, cette belle question est très intéressante. Ça a sidéré beaucoup de gens, parce que personne ne s'attendait à vivre ça. Ça a stoppé la pensée des gens en leur permettant de se redéployer. Ça nous a fait à tous, mais je pense que c'est dans le monde entier, parce que imaginez que l'année dernière, on était 4 milliards d'individus confinés. Et que ce n'est pas, ce phénomène a été mondial. Et la pandémie, évidemment, elle a arrêté les cinémas, elle a arrêté les théâtres, elle a arrêté tout, ce, tout ce qui fait avancer la culture dans tous les pays du monde. Imaginez par exemple qu'en France, le débat c'était de savoir si les librairies étaient aussi importantes que les boulangeries ou pas. Et on a décrété que ce n'était pas des commerces de première nécessité. C'est dramatique. Pour les gens qui, comme Sehmed et moi et vous qui nous écoutez, vivez à travers votre esprit, votre tête, c'est tragique de dire qu'une librairie n'est pas un lieu de première nécessité. Donc, effectivement, beaucoup de choses culturelles ont été stoppées. Beaucoup de rencontres, beaucoup de festivals, le salon du livre de Casablanca qui est très important, etc., etc. Mais peut-être que cet arrêt va faire que ça va redémarrer différemment, hein, et que ça va redémarrer plus fort parce qu'il y a une énergie capitalisée qui maintenant elle ne demande qu'à s'exprimer. Ensuite, quels sont mes projets littéraires? Eh bien, j'adore, j'adore. Alors, le principal, je vais vous dire le principal. Pendant la pandémie, ce qui est merveilleux, c'est que j'ai pu saisir un journal de 800 pages. Un journal personnel de 800 pages. J'aurais jamais pu le faire puisque je vivais avec une valise à la main dans les avions. Donc j'ai pu faire ça. J'ai pu mettre en ordre un certain nombre de choses. Mais j'ai fini un roman que j'ai commencé il y a 6 ans. Et c'est un roman qui s'articule sur 3 générations au Maroc et qui traverse un siècle au Maroc. Et donc, mon traducteur aux États-Unis, qui a traduit, c'est Ahmed, notre correspondance entre Khatibi et moi, mon traducteur, qui est un professeur de français à l'université en Louisiane,
dit que c'est celui que je domine le plus. Effectivement, j'y ai énormément travaillé et je pense que déjà ce projet-là est extrêmement important. 100 ans du Maroc à travers 3 générations, mais je l'ai posé dans la Chaouia, c'est-à-dire dans le cœur, la plaine du Maroc, au milieu de tribus qui ne sont pas comme moi. Moi, j'arrive de Rabat. Donc, imaginez, moi, je suis andalouse. Moi, mon parler, il est truffé d'hispanisme. Donc, j'arrive, c'est une ville paysanne. Casablanca est la capitale de la Chaouia, de 12 tribus qui forment la Chaouia. C'est une ville paysanne. Donc, moi, la pauvre, arrivant de cette espèce d'aristocratique, c'est aristocratique, Rabat, de cette aristocratie, je tombe dans la paysannerie. Et je m'en accommode, tant et si bien que j'en fais donc ce livre qui est à paraître. Je suis contente de vous l'annoncer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, nous avons Simstafa Aqlaï, qui est un grand hispanisant marocain. À mon avis, c'est le plus grand hispanisant, qui est avec nous en ligne, qui est content d'être là avec nous et qui nous dit un très grand bonjour de Fès. C'est un spécialiste de Tétouan, c'est un spécialiste de la zone nord. Il a vécu 40 ans en Espagne et à mon avis, c'est un vertigineux hispanisant qui va être consacré comme professeur au Mexique, au Pérou et dans un 3e pays américano-latin. Est-ce que vous avez des questions, Ahmed? Est-ce qu'on vous a donné des questions? Moi, je suis très heureux. Voilà. C'est un moment délicieux parce qu'on est des amoureux du livre. Moi, pour ça, en pensant aux femmes, je pensais à ma grand-mère. Comme toutes les femmes marocaines, c'est vraiment un puits de savoir. Il y a des gens qui, par énigme, hein, des fois, quand on veut briser le système patriarcal, on le brise par énigme. Il disait, lui, il a sa moustache, mais attention, il va se briser tout seul. Donc, c'est grâce à ces femmes qu'on a conservé la tradition, certaines coutumes. C'est aussi grâce à ces femmes, effectivement, qu'il y a un certain Maroc. Il n'est pas, je veux dire, il est là, il bouge. Il y a aussi, le Maroc, il est au pluriel, comme dirait Abdelkbir Khatib Allah yarhamou. C'est un Maroc pluriel, dynamique. Mais là, ma question, c'est que sur le plan art et cinéma, voilà la chose ça fait des années, même quand j'étais étudiant à Paris, avec des amis, on voulait faire un documentaire dans le sud du Maroc sur la conservation des traditions populaires, sur le mousson, sur le sacrifice, et interviewer les vieux. Malheureusement, Paul Pascan est mort en 1984 dans le fameux accident dans la dune. Et donc, ça a été une catastrophe. Et j'avais écrit avec un ami, Pierre Robinet, on a écrit le scénario, on a tout préparé. On avait tout préparé. Et malheureusement, je l'ai récupéré l'autre jour dans la cantine. J'ai trouvé, c'est drôle à dire, quand on trouve des traces du passé, et je pense que c'est toujours d'actualité. Ce que Larita a dit tout à l'heure, et c'est vrai, on est toujours là. Il y a une chance, à mon avis, il y a une chance inouïe. C'est-à-dire quand on est au milieu de plusieurs langues, et surtout au Maroc, parce que le berbère, c'est important. La mazirité. On dit aujourd'hui amazir. Amazir, oui, la mazirité. Disons la mazirité, elle est très importante, mais malheureusement, on doit encore faire un effort. C'est-à-dire aux jeunes chercheurs, j'aime pas le mot spécialiste, il me dérange. Quand on me dit un tel est spécialiste de ceci et de cela, je préfère le mot chercheur, parce que le chercheur, il prend son temps à apprendre, il prend son temps à chercher, à vérifier, et voilà. Donc, c'est un peu
c'est l'esprit aussi des vieux. C'est Très aussi, bien. Alors, je voudrais répondre, si vous permettez, à Madame Roberta Yasmine, qui me dit bonjour de la part du public italien. Bonsoir Roberta. Je suis extrêmement contente que vous soyez connectée avec nous. Je vous salue et j'espère vous retrouver très vite. Merci beaucoup et merci au public italien. Je voudrais saluer Madame Pierangela Adinolfi, qui est aussi avec nous. Je voudrais répondre à Madame Zineb du 360, qui est un journal en ligne marocain très important. Alors, elle demande, est-ce que dans mon livre, j'aborde les mécanismes de protection de ces traditions et est-ce que je peux citer un exemple de pays qui a su préserver ces traditions, dont on pourrait s'inspirer. Je vous répondrai plus tard, si on s'entretient après ce webinaire. Euh, Madame Zineb, nous sommes un exemple de pays qui a des traditions préservées. Pour l'instant, nous restons un pays exemplaire. Je comparais tout à l'heure avec le Japon. Je pense qu'il faudrait qu'on s'inspire du Japon et que même dans leur modernité, ils ont absolument essayé de tout garder. Mais dans le livre, il y a une partie qui s'appelle le Maroc millénaire, qui parle des femmes dans le monde passé et dans le monde à venir, et il faudrait consulter cette partie. Ensuite, je voudrais répondre à Madame Ariana à propos de la réislamisation au Maroc. Je voudrais savoir comment vous voyez votre pays dans 30 ans. Merci Ariana. Alors, comment je le vois? Je pense que ce pays ne va être détruit par rien du tout parce que justement, ces traditions sont tellement fortes que cette réislamisation, il y a un moment où elle va redevenir marocaine. Elle ne va pas, elle ne doit pas copier les exemples afghans, pakistanais, saoudiens, indonésiens, etc. Il faut que même notre islam doit rester marocain. Et comment il est marocain cet islam? C'est un islam empreint de tolérance. D'abord parce qu'il y a 20 ans, 40 ans, 50 ans, les gens vivaient dans une parfaite communauté. Je vois par exemple Rabat, le Mellah de Rabat, où il y avait les juifs marocains. Eh bien, il est à l'intérieur de la Médina, il est protégé de la même manière à l'intérieur de cette même Médina. Donc, dans 30 ans, je pense que d'ici 30 ans, justement, le temps quasiment d'une génération, il va s'opérer un rebasculement vers les valeurs islamiques marocaines, qui sont des valeurs de tolérance et qui sont en faveur de la modernité, non seulement de la femme, non seulement par rapport à la femme, parce que le problème des sociétés islamiques féroces, comme l'Afghanistan ou le Pakistan, reste la femme. Chez nous, ce problème n'existe plus, parce qu'on les a mis très très tôt à l'école, et parce qu'aujourd'hui, il va y avoir donc cette rusculture de tout ce tissu religieux marocain. Ensuite, je salue mon ami Furio Testa, qui est historien, et il parle de innovation et tradition, comment les femmes marocaines et les femmes méditerranéennes en général peuvent-elles être porteuses d'avenir à partir de la récupération et de la préservation du patrimoine culturel. C'est une question, cher Furio, qui demande à elle seule une conférence. Alors, j'ai un livre qui est paru en Italie, qui s'appelle Les citadines de la Méditerranée, donc un livre qui concerne exactement ce problème. Je pense que la Méditerranée, les Marocaines sont des Méditerranéennes, à part être africaines, atlantiques, etc. Et nous sommes le seul pays arabe à être et atlantique et méditerranéen et africain. Et ça, c'est une richesse colossale. Parce qu'il n'y a aucun pays qui soit à la fois atlantique, méditerranéen et africain en même temps. Et c'est ce qui est typique du Maroc. Donc, les femmes, en fait, sont les porteuses de la tradition. Ce sont elles qui les conservent. Ce sont elles qui, de génération en génération, ont préservé l'essentiel de ce qui fait notre humanité. D'abord en donnant la vie, en la portant, en la protégeant, mais en même temps en faisant ce qu'on appelle le foyer, c'est-à-dire cet endroit qui est chaud, qui est bon, qui est celui de la famille. Et nous, les Méditerranéennes,
Nous sommes, il faut le rappeler, la Méditerranée a créé le monde. On va revenir aux Grecs et aux Romains, on va revenir aux Mésopotamiens, on va revenir à toutes ces sociétés antiques. Elles ont fait le monde actuel. Elles ont fait le monde actuel. Et donc, notre être méditerranéen de femmes et d'hommes et de femmes est extrêmement important et va continuer à rayonner, quoi qu'on en dise, à travers le monde. Alors, j'ai une autre question. 2019, nous présentions dans le cadre du Franco-Film Festival du film francophone de Rome un film poignant entre tradition et modernisation. Sophia de Mariam Benbark. Alors, qu'en pensez-vous? J'en pense évidemment le plus grand bien. Et je parlais tout à l'heure de mes futures héritières, mais je disais qu'elles étaient plus probablement inscrites dans le domaine du cinéma. Alors, Madame Benbark, Mariam Benbark, ainsi que un certain nombre de jeunes femmes sont en train de devenir des réalisatrices de poids. Mariam Touzani, par exemple, va être à son deuxième film et ça va être aussi une personne qui va compter dans le cinéma et qui est une femme. Quant à Mariam, avec son film, effectivement, c'est un film extrêmement touchant et poignant. Mariam, ces temps-ci, est un petit peu un peu à l'écart, soit elle est à l'étranger, soit elle est en train de préparer une autre réalisation. Je pense que vous avez extrêmement bien fait d'inviter Mariam à ce film, à ce festival du film francophone. Hier, nous avons donné de l'aide à un film extrêmement étrange d'une Marocaine qui vient d'avoir le César du meilleur court-métrage en France. Elle l'a eu l'année dernière. Tout cela pour vous dire que ce florilège de femmes, ainsi que Madame Barque et un certain nombre d'autres femmes, sont en train de monter dans l'échelle de la réalisation et j'espère qu'elles vont rejoindre le niveau de Chloé Zhao, qui m'a époustouflée, Chloé Zhao. Je n'ai pas encore vu Nomadland, mais Chloé Zhao, à 30 ans, prend 4 Oscars. C'est-à-dire que, pour moi, elle a pulvérisé le mur du son du cinéma. Et en fait, pardonnez-moi, et en fait, dès que les femmes lâchent leurs compétences, on a des produits éblouissants. Et je lisais hier, je vais partager ça avec vous parce que c'est très important. La première fiction au monde a été réalisée il y a quasiment 100 ans par Alice Guy, qui était la secrétaire de Gaumont et qui, voyant les bouts de pellicules de cinéma, s'est dit mais tiens, mais pourquoi je ne vais pas inventer une histoire? Et elle a fait le premier film qui durait 53 secondes. Personne ne sait que la première réalisatrice de tous les temps de fiction, eh bien, c'est une femme qui n'était que la pauvre secrétaire de grand monsieur Gaumont, que tout le monde connaît mondialement. Tout le monde connaît le cinéma Gaumont, alors que c'est une femme qui est derrière. Et c'était une émission hier qui montrait qu'il y avait systématiquement des femmes derrière de très grandes découvertes. Par exemple, Turpin et Lejeune sont décrits, ce sont des généticiens qui sont décrits comme ayant trouvé le gène de la trisomie, de la maladie qu'on appelle le mongolisme. Eh bien, il y avait une troisième personne qui était une femme qui a fait les principales découvertes et on l'a dépossédée de son inventivité. Alors, tout ça pour vous dire que les femmes, je réponds en même temps à M. Furio Testa, les femmes sont en train de corriger tout ce qui était patriarcal, mais dans le sens non pas de la destruction, mais de l'enrichissement. Et en fait, plus nous savons de choses sur les femmes, plus nous savons de choses sur les sociétés, et plus on sait de choses, plus la capitalisation du savoir culturel est importante, et plus les cycles s'enclenchent et deviennent de plus en plus passionnants et fascinants. Mais ils sont très rapides. Et aujourd'hui, ils sont trop rapides. Et cette rapidité, nous devons lui trouver une solution.
C'est une question que je vous pose à tous parce que je n'ai pas la réponse. La rapidité, l'extrême rapidité actuelle. Vous avez d'autres questions ou Sahmin, vous Moi, continuez de j'écoute discuter? avec patience, j'écoute avec vraiment enthousiasme et patience. Donc, je suis tout à fait dans mon élément. Voilà, donc il y a, il y a beaucoup de choses qui m'interpellent. Même en lisant le livre, c'est des images aussi, c'est des sons. Il y a beaucoup de choses. C'est très important, hein. Quand un livre devient pratiquement un film, il y a les mots qui interagissent avec les choses. Et puis, on a ce voyage, cette exploration, et ça, c'est magnifique. Le Maroc, c'est ça. Même dans la Médina de Meknès, on peut découvrir des choses intéressantes. C'est la grande ville, mais les quartiers ne sont pas les mêmes. Et une fois, en discutant avec des amis en Italie, ils m'ont posé la question, tu vois, la Caritas et tout. J'ai dit, écoutez, la solidarité, c'est quelque chose de très ancien dans les civilisations méditerranéennes. Et à Meknès, on me racontait l'histoire, parce que la nuit, quand j'étais jeune, la ville, on fermait à clé, la Médina. Il y avait le gardien. Et on me disait, il y avait une maison, un lieu protégé, à mosquée, où tous les riches déposaient leurs biens, déposaient des denrées alimentaires, des choses, la nuit. Et à l'aube, tous les gens, ceux qui ont besoin qui n'ont pas les moyens, ils allaient chercher ces denrées dans cette maison. C'est comme dans le sud. Il y a un mot, j'en sais pas, la Rita, c'est le mot d'Ifallah, c'est-à-dire l'hôte de Dieu. Et l'hôte de Dieu dans le sud m'a toujours intéressé, c'est-à-dire que l'hôte de Dieu, il a 3 jours, on ne lui demande rien. Mais le 4e jour, on veut savoir à quelle humanité il appartient, qui c'est, etc., etc. Donc, il y a tout un... C'est justement ces réalités-là. Peut-être les films peuvent sauver cette mémoire. Recueillir, écouter les vieux qui sont encore vivants. Et moi, j'ai découvert des topographies intéressantes parce que dans la mémoire des populations à l'époque, parce que la topographie coloniale a modifié tout. Elle a modifié la notion de l'espace. Et les gens, les vieux paysans, ils avaient dans leur tête une autre notion de l'espace, c'est-à-dire le recueillement, les réunions, la place. Et j'ai découvert que la place, il y avait quatre types de places. Il y a la place à côté du sanctuaire sacré de la Sainte. Il y a la mosquée qui jouait un rôle très important aussi. C'est-à-dire, si on veut la doctrine, si on veut raisonner, il y a la mosquée. Il y a aussi un autre lieu où il y a l'arbre de l'argan. Je ne sais pas pourquoi, mais il a une fonction très... L'ombre de l'arganier, c'est donner de la sagesse, l'apaisement. Il y a aussi un autre endroit qui s'appelait Asareb, c'est-à-dire la pente, le danger. Alors, pour le litige, on dit aux gens, si vous voulez vous chamailler, il y a la pente et vous risquez votre vie. Et je veux dire, ce type de raisonnement qu'on découvre dans la mémoire collective, dans la mémoire de personnes anciennes, c'est intéressant. Il nous donne une image non seulement de la toponymie, des noms, des lieux, mais également d'une manière d'être. Les Agadir là, les greniers collectifs, c'est quelque chose de très sérieux. Les femmes maîtrisaient non seulement la technique de la pharmacopée, mais également la conservation des archives, la conservation du grain, du blé. Et justement, il y a des gens maintenant qui essayent de protéger. Donc, à mon avis, et je suis tout à fait d'accord avec vous, la Larita, c'est qu'on doit absolument récupérer ce patrimoine parce qu'il est unique. Et c'est vrai que le Maroc n'a pas été contaminé ni par les Turcs ni par personne.
il a fait une formidable synthèse. Il a su intégrer toutes les cultures, sans exception, et il les a aussi modifiées et transformées. Il les a marocanisées en quelque sorte. Et je me trouve complètement, non seulement ébloui, mais je suis tout à fait, à moins, on a passé une très belle soirée. C'est le plaisir des mots. Et Madame Lalla Rita nous a vraiment éblouis, non seulement par son savoir, par sa militance, mais aussi son sens civique, sa sensibilité, qui est énorme, sa sincérité aussi, qui est énorme. Et moi, je dis, vive Lalla Rita. Merci beaucoup. Sermed, en feuilletant le livre, je me suis rendu compte qu'il est colossal. J'avais oublié que c'était colossal. Oui. C'est colossal comme travail. Euh, je n'ai pas oublié ce que j'ai écrit dedans, mais je me rends compte que c'est vertigineux et que ce qui est vertigineux, c'est même pas ce que moi j'ai fait. Ce qui est vertigineux, c'est ce qui est. C'est ce que c'est ce qui existe dans ce pays. Alors, il y a même un moment, quasiment pour finir, pour commencer le livre, où je dis ceci. Je dis la chose suivante. Le Maroc est donc un pays resté très traditionnel, dit-on de façon conventionnelle, elle aussi, car personne ne songe ou ne pourrait la contester. En somme, il a gardé un visage ancien sculpté par une évolution de plusieurs millénaires et par des différentes civilisations et cultures qui l'ont formé. Mon amour, le Maroc, je n'ai jamais pu te quitter. Je ne peux te quitter. Je ne peux comprendre que l'on te quitte. Je te chanterai à l'infini, toujours. Mille et une personnes, mille et un souvenirs, tant de merveilles et de douceurs de temps passé à vivre, de moments dépensés à regarder ce ciel vertigineux qui n'a son pareil qu'en Grèce ou au paradis. Ces milliers de kilomètres le long des plages, une splendeur à nulle autre pareille. C'est beau, c'est magnifique. Oh, c'est beau. Alors, je vois qu'il y a encore des questions de Madame Louli qui nous écrit de Suisse. Alors, serait-il possible d'envisager, je lis, de sous-titrer ce genre de conférences culturelles qui pourrait concerner tout Marocain qui désire s'informer sur la richesse de son patrimoine? C'est une question qui nous est posée à tous. Ensuite, de Rabat, du professeur Majida Bargash. On parle de culture et tradition, mais y a-t-il de nouvelles cultures et traditions, entre parenthèses, importées? Oui, oui, hélas, il y a des cultures et des traditions importées. Alors, elles sont le fruit de plusieurs choses. Je disais qu'elles étaient le fruit de la globalisation et de la créolisation. La créolisation est un phénomène insulaire. Il se passe dans les îles depuis tous les temps. Les îles, elles sont fermées et elles sont entourées de mer. C'est-à-dire qu'elles acceptent tout ce qu'on leur apporte, elles le digèrent et elles en font cette culture créole. Donc globalisation, mondialisation, créolisation. Il y a l'audiovisuel qui voyage dans le monde entier et qui donc change notre manière même de nous vêtir. Il y a l'immigration. Et l'immigration n'est pas... Il y a beaucoup de Marocains immigrés pour différentes raisons. Des étudiants qui ne sont plus revenus, des médecins qui sont partis, beaucoup de phénomènes. Il y a des migrants économiques, etc., etc. Ça veut dire que cet aller-retour, ce feedback permanent, m'a fait penser, moi, qui ai travaillé beaucoup sur l'émigration en Italie, et je me réservais mes co-chercheurs la partie concernant les femmes, j'ai pensé qu'en traversant des milliers de kilomètres, elles traverseraient des siècles. Et fatalement, elles vont les traverser. Parce qu'en partant vivre dans d'autres pays, on intègre d'autres cultures. Et puis, on n'oublie pas sa culture d'origine. Donc, on la transforme aussi par ce fameux phénomène de feedback. Je ne sais pas si je vous ai répondu, professeur Bargache, mais j'y crois beaucoup.
Je crois à toutes ces interinfluences et on va à terme, peut-être dans 500 ans, vers une culture totalement globalisée du monde. Mais nous ne serons pas là, hélas. Je voudrais remercier Madame Valeria Petracci qui nous écrit et qui est très contente de notre présentation. Et moi, je suis très contente de votre présence, Madame Valeria. Voulez-vous ajouter autre chose, Ahmed? Non, moi, c'est vrai, c'est le plaisir. Évidemment, moi, le livre m'a donné beaucoup m'a donné de l'énergie. Il m'a fait revenir en arrière, mais dans le bon sens du mot. Donc, comme j'aime le travail sur les mots et les choses, mais surtout le poids des mots, c'est très Très important. foucadien, ce que vous venez de dire. Hein? Très foucadien. Oui, Nous reprenons notre fameux Foucault qui nous a oui, beaucoup apporté pour ces analyses que je suis capable de faire. Je suis l'héritière aussi de Foucault, évidemment, de Deleuze, de Foucault, de gens comme ça, qui nous ont aidés à déconstruire, comme disait Derrida, à c'est vrai, reconstruire la c'est vrai, pensée comme faisait c'est vrai. Foucault, Lacan et tout cela. Et tout cela nous travaille aujourd'hui et heureusement que la pensée traverse maintenant euh, le monde et s'inter-enrichit heureusement. Absolument, absolument. La Rita, parce il y a une chose, nous, on sait, moi, j'ai passé un moment de décomposition. J'ai décomposé ce que j'avais et j'ai reconstruit de nouveau. C'est-à-dire composer, décomposer. On a été formé d'une manière et on a tout mis en discussion. Mais à mon avis, au début, comme tout jeune marxiste de gauche, critique, très critique, maintenant je reprends le concept de la conservation et de la tradition. Il y avait le risque de jeter l'eau du bain avec le bébé. Donc c'était ça le risque. Heureusement, on jette l'eau de bain, mais on garde le bébé. On le Heureusement. garde. Heureusement. Alors, je voudrais aussi dire merci au professeur Giuseppe Spedicato, qui est journaliste, qui est un activiste militant dans la cause migratoire, qui est de Lecce et actuellement travaillant à Bologne. Merci pour son intervention. Et toutes les personnes qui sont avec nous, j'espère que nous n'avons pas lassé les personnes qui nous écoutent. Qu'en pensez-vous? Non, non, je crois que c'est c'est les gens qui nous écoutent, qu'on remercie beaucoup parce que je pense que celles et ceux qui nous ont écoutés, ils nous ont écoutés également avec patience. On a donné une autre image d'un Maroc qui est malheureusement, des fois, on ne connaît pas. Même les Marocains ne le. Et alors, c'est aussi un moment délicieux, important, de Et découvrir. là, j'ai deux interventions de deux personnes. C'est Mohamed El Cohen qui est à Rome, je crois, et c'est Hassan Zinoun qui vient de faire paraître sa biographie magnifique, qu'il va signer d'ailleurs à Casablanca le 16 juin, si je ne me trompe. Donc il y a deux personnes qui interagissent, c'est Mohamed El Cohen à Rome et c'est Hassan Zinoun à Casablanca. Mohamed El Cohen dit que le Maroc est un des rares pays à concilier tradition et modernité, ce qui est vrai. Mais est-ce que cette coexistence des valeurs est parfois perçue comme une schizophrénie? Qu'en pense le psychanalyste? C'est exact, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que la coexistence de choses extrêmement différentes peut peut absolument nous mener sur cette idée de la schizophrénie. Mais la schizophrénie c'est une merveilleuse maladie parce que elle permet de rêver à l'infini et de créer un monde imaginaire extraordinaire que moi je l'ai étudié, mais je l'ai étudié, je le vois par les créations artistiques des schizophrènes qui sont des fois fantastiques, prodigieuses. Et donc même la schizophrénie, si elle existe, elle est porteuse de sens, elle est porteuse de création. Sil Hassan Zinoun trouve au contraire que Sil Hassan Zinoun, au départ, est un grand danseur. C'est un chorégraphe, mais c'est à l'origine un grand danseur. On lui doit d'ailleurs d'avoir dirigé le Festival des Arts Populaires à Marrakech. Et donc lui, c'est très bien pour avoir été formé en Belgique à la danse moderne. Il sait parfaitement bien qu'on peut très bien concilier les deux. Il le concilie parfaitement dans son être
et à travers sa carrière. Madame Zaki Al-Qadi, elle nous écrit de Tétouan. Elle est heureuse de nous voir. Je suis très heureuse qu'elle intervienne. Elle est en thèse. Elle est en train de travailler en thèse sur des sujets féminins et nous interagissons. C'est une de mes héritières. Ensuite, alors, une autre intervention, les progressistes sont devenus pour la conservation progressiste ou progressisme conservateur. Très belle ambivalence, très belle question. Je ne sais pas qui c'est qui la pose. C'est le sujet d'un grand débat. C'est le sujet d'un grand débat. Ça défile extrêmement vite. Quelqu'un dit, Madame Mehlouli, toujours de Genève, merci pour cette bouffée de savoir, au pluriel. Madame Bargache, le professeur Bargache répond, loin de moi le rejet de l'apport migratoire dont nous sommes issus. Le professeur Bargache a enseigné en Virginie à l'université. Je parlais de la culture islamique exogène. Nous en reparlerons en dehors du webinaire. Je l'ai dit, Madame Bargache, au début. Nous avons une réislamisation d'un type exogène. Vous avez parfaitement saisi le mot qu'il fallait dire. Oui. Et je parlais de notre islam endogène, indigène, autochtone, local, familial, marocain, qui veut être détruit justement par cet islam exogène et cet islam rigoriste qui trouve que l'islam traditionnel, indigène, autochtone, n'est pas le vrai islam. Et donc c'est en ça que nous devons, comme vous le soulignez très bien, maintenir cette culture islamique marocaine endogène. Merci de l'avoir souligné. Nous avons aussi en ligne Monsieur Francesco. Merci d'être là. Donc il y a beaucoup de monde, des personnes de plusieurs pays. Je suis absolument ravie pour ma part. Je voudrais, à travers ce livre, envoyer un message à toutes les personnes qui sont encore en ligne. Mon message, il est simple. J'aime l'amitié, j'aime l'amour, j'aime la confiance, j'aime la tendresse, j'aime la vérité. J'aime des valeurs qui peuvent paraître débiles, parce que c'est pas avec ça qu'on va loin. Avec tout ce que je viens de dire, on va pas loin du tout. On va pas loin. Parce que pour arriver, il faut être des personnes qui rayent le parquet avec les dents, pour aller très loin, pour avoir les prix, pour se faire connaître. Mais je continue, je persiste, c'est mon message, je vous le répète. Et j'ai mis tout cela dans ce livre, de l'amour, de la confiance, de la bonté, de la tendresse, de la gentillesse, de la convivialité non condescendante, sont de très très belles choses. Une autre intervention, toutes les cultures méditerranéennes risquent d'être remplacées par une culture médiocre qui empêche le développement humain. Oui, Monsieur Spedicato, tout à fait. Malheureusement, le monde n'a pas encore créé. Sehmed, vous êtes avec nous? Et il faut intervenir sur cette question très importante. On me dit toutes les cultures méditerranéennes risquent d'être remplacées par une culture médiocre. Je suis tout à fait d'accord. Et hier, j'ai eu une très très longue discussion avec des dames sur la médiocrité. Et ces personnes disaient spontanément qu'il y avait énormément de médiocrité autour d'elles. C'était à Casablanca. Nous voyons, par exemple, dans le domaine de la pensée humaine, qu'il y a aujourd'hui une médiocrité dans la pensée. Que c'est très clair, que le niveau de gens comme, je citais Foucault, on peut citer Sartre, on peut citer Camus, on peut citer Taha Hussein, on peut citer des gens qui ont fait le XXe siècle. Aujourd'hui, il n'y a pas de pensée. La pensée est vide, elle est creuse, elle est compilatoire, elle est répétitive. Et effectivement, tous les mondes sont envahis par cette médiocrité. Et je suis contente que ce soit une personne vivant sur les rives nord de la Méditerranée qui se rende compte que nos cultures sont menacées par une culture médiocre. C'est-à-dire même l'Italie.
puisque Giuseppe Spedicato écrit soit de Bologne, soit de Lecce. Et il y a cet envahissement par la médiocrité. Pourquoi notre époque est-elle médiocre? Je pose la question. C'est clair qu'elle existe, cette médiocrité, mais je ne sais pas répondre. Je ne saurais pas répondre pour l'instant. Voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Larita, c'est vrai parce que le problème, on le pose tout le temps. On risque, dans ces amitiés, on risque des fois de réduire l'espace parce que tout est complètement chamboulé. Les relations humaines, on a perdu beaucoup de repères. Alors, les gens, ils veulent la légèreté, mais des fois, la légèreté se transforme en idiotie. Donc, on n'aime pas, on est obligé de fréquenter des artistes, pas obligé, c'est le plaisir aussi, des gens de plusieurs domaines. Et on va, c'est une variation thématique, d'amitié, d'affection aussi, du cœur. Parce que s'il n'y a pas le cœur, il n'y a rien, il n'y a que la technique. On le sent. Quand quelqu'un ne met pas le cœur en action, l'action de l'esprit, il est vide. Il manipule des abstractions inutiles. Donc, c'est vrai. Le problème, c'est ça. Pourquoi on est préoccupé par le Maroc et ses traditions et ses coutumes? Parce que le danger, on le sent. Et le même problème se pose en Italie. Moi, je suis un amoureux de la poésie de Leopardi, je suis un amoureux de la peinture, je suis un amoureux de l'art, du cinéma, du théâtre, de la culture. Mais malheureusement, on est envahi aussi par la quantité. Tout à fait, c'est ce que disent Par, Madame Bargache. Elle fait la relation entre la médiocrité, la facilité et le fast-food. Et c'est ça vrai. va ensemble. Et ça va ensemble. Tandis que Sil Hassan Zinoun pense que les responsables ne font rien pour le patrimoine, alors qu'il s'est sclérosé et s'appauvrit de plus en plus. C'est la vérité. C'est la vérité qu'il y a une sclérose et un appauvrissement. Mais je pense que c'est le travail des intellectuels, des artistes et des scientifiques de relever le niveau des pays. Ce n'est pas aux responsables, ce sont aux créateurs de relever les niveaux. Un créateur fort est un créateur qui impulse des courants. Larita, est-ce qu'il y a, nous, on a un problème, je crois, hein, je pose la question. Un pays, il doit travailler énormément l'école. Notre problème, c'est l'école, 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 l'école. Et les enseignants, depuis l'école élémentaire jusqu'au lycée, jusqu'à l'université, il faut les payer bien, il faut les former au plus haut niveau, comme d'ailleurs à Singapour et dans d'autres pays. Nous, le Maroc a besoin aussi de ça. Mais le problème de la modernité… Alors, écoutez ce que dit une Marocaine, donc c'est toujours Madame El-Khadi qui est en cours de thèse. Elle dit: toutes les valeurs citées expriment le côté humaniste de nous tous. On a soif de lire des livres qui doivent changer notre vision obscure sur le monde. On cherche par la littérature à inculquer les valeurs face à la crise de valeurs dont souffre la génération en cours. Que pensez-vous des livres qui ne cessent de digérer les problèmes et de faire l'inventaire des maux de la société sans faire recours aux valeurs, sans donner de bons exemples? Ça veut dire que ces thématiques travaillent l'esprit des personnes. Mais nous n'avons pas, malheureusement, nous n'avons pas une espèce de centralisation de ces problèmes et une réponse quasiment non seulement marocaine, mais méditerranéenne et autres, et à l'échelle planétaire. Nous souffrons aussi du fait que, par exemple, dans des pays du sud de la Méditerranée et les pays africains, nous ne sommes pas censés penser. En Europe et aux États-Unis, on ne va pas prendre la création de pensée africaine, je parle de Rabat jusqu'au Cap, hein, on ne va pas prendre en considération ce que pense un Égyptien ou un Marocain ou un Sud-Africain ou un Congolais. C'est-à-dire que ces gens n'ont de droit que d'absorber la culture venue d'ailleurs. Et ça aussi, c'est une autre partie de la destruction des traditions et des visages authentiques des peuples. Voilà, nous sommes peut-être arrivés au bout de notre discussion. Autre intervention: les extrémistes religieux et politiques
se sont emparés des valeurs comme s'ils en étaient les seuls détenteurs. Eh bien, ça déjà, je crois que c'est le sujet d'une conférence. Les extrémistes et toute forme de religieux veulent penser à la place de tout le monde comme si il était comme s'il était interdit d'avoir une pensée séculaire, une pensée profane, une culture autre que religieuse. Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse parce qu'elle est immense. Oui. Madame Hellouli nous dit qu'Internet est grandement responsable de la médiocrité du superficiel. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est une chose réelle. Maintenant, il faut le dire, il faut le décrier, il faut peut-être moins aller sur les réseaux sociaux. Il faut lire, il faut prendre des bouquins, il faut aller dans les bibliothèques, Voilà. comme celle qui est derrière moi. Derrière vous, Sermen, derrière moi, il y a une porte. Il y a une porte qu'on Mais peut... certainement, il y a beaucoup de livres aussi, j'en doute pas, j'en doute pas. Et Madame Selwa Bentahar, merci pour votre participation. Alors, Madame Bargache dit la balle est dans notre camp. Oui, elle est dans le camp des scientifiques, des littéraires, des artistes, des créateurs. Et c'est clair. Et Madame Tahar nous dit le Maroc est un pays qui a su conserver ses traditions et faire protéger son héritage culturel. Comment peut-on les valoriser comme levier de développement? Très belle question. Très Oui. belle question. Parce que imaginez, Madame Bentahar, qu'aujourd'hui, dans les pays avancés, la culture est un moteur économique. C'est un moteur économique. Si je donne que l'exemple du Louvre, le plus grand musée du monde, eh bien, son apport financier est colossal. Si, par exemple, je prenais l'Opéra de Paris ou la Scala de Milan, ce sont des moteurs du développement culturel, mais en même temps des machines de guerre économique. Ça veut dire que dans notre pays, à part l'artisanat, et Dieu merci et heureusement, et Dieu merci, c'est l'un des plus préservés au monde, encore qu'il est envahi de produits chinois et indiens, hélas. Euh, nous devons, de tous nos processus culturels, penser qu'ils peuvent être un levier de développement. Et de façon endogène au Maroc, c'est-à-dire faire que les Marocains se cultivent, qu'ils lisent, qu'ils regardent des films, qu'ils aillent dans les salles de cinéma. Imaginez que pour tout le pays, il n'y a plus que 33 salles de cinéma. Imaginez cette catastrophe, une catastrophe nucléaire. Donc, la culture est aussi une source de richesse. Et je remercie beaucoup Madame Tahar de nous avoir souligné ce côté qui, à nous, à vous, si Ahmed et à moi, qui sommes dans les sphères éthérées, merci de nous rappeler que c'est aussi un problème d'argent, d'économie, de développement, de production de richesse. Oui, entre interventions, les Émiriens et Émiratis, qui est une manière un peu drôle de parler, ont compris que la culture est un grand levier politique. Effectivement, ils ont alors, Madame, je vous réponds, je vais être un petit peu féroce. Ils ont les moyens d'acheter une Sorbonne, ils ont les moyens d'acheter un Louvre, mais c'est vide, ce sont des coquilles vides. Pour quelle raison? J'ai fait des centaines de musées dans le monde parce que pour moi c'est une passion. Un musée est le produit d'un circuit très long qui traverse le temps, qui produit des objets, qui produit des vêtements, qui produit des musiques, qui produit des individus, etc. Et quand vous l'achetez tout fait, ça ne signifie rien. Je suis navrée pour eux. C'est très bien qu'ils home, comme on dirait en arabe, home dans la richesse, que Dieu augmente leur richesse. Mais pour moi, ils ont compris que la culture est un grand levier politique, mais leurs structures sont des coquilles vides. Nous, nous sommes une coquille pleine, même si elle n'est pas encore exploitée. Et nous sommes très fiers de cela. Alors, j'adore cette intervention de Sisi Nour qui dit les seules choses qui ont évolué dans la tradition, et c'est grâce à la femme, c'est la cuisine et le caftan. C'est la scène. Je suis navrée de vous contredire. Nous sommes très amis, mais je vais vous contredire. dit la cuisine, je vais parler en arabe, je m'en excuse et je traduis. dit la cuisine,
C'est-à-dire que la pastilla aux fruits de mer, pour moi, c'est une hérésie complète. C'est une hérésie. Je veux bien qu'on la fasse. Comme j'ai mangé de la langouste charmela, je veux bien. Mais pour moi, c'est une hérésie. Je suis une puriste. Donc, la femme ne s'est occupée que de la cuisine et du caftan. Eh bien, c'est très triste. Parce qu'elles ont, les dames chouettes, elles ont le coffee table books. Donc, elles ont des piles de livres artistiques qu'elles n'ouvrent jamais. Et c'est dommage. Et c'est très dommage. Et puis, les caftans aussi, moi, je suis pour leur pureté. Parce que le caftan, robe, machin, tout ça, c'est très bien, c'est des phénomènes de mode. C'est magnifique qu'il y en ait autant. C'est magnifique, c'est clair. Mais il faut une préservation du caftan asli, c'est-à-dire dans toute sa majesté. Parce qu'un caftan, c'est majestueux. C'est pas une Larita, chose ouverte sur la poitrine d'une femme. Larita, il y a deux mots qui sont très intéressants. Le bildi ou le romi. Il y a cette, Exact. il y a le bildi ou le romi. Le bildi, c'est un univers. Le romi, c'est un autre univers. Donc, la cuisine, en parlant de la cuisine, moi, j'aime faire la cuisine. Mhm. Je fais Des les crêpes. crêpes, le couscous. Et d'ailleurs, j'ai fait connaître le Maroc à travers la cuisine. C'est vrai, il y a différentes. Là, sans doute, à beaucoup de dames autour de vous, quand vous étiez enfant. Non, oui, oui, avant d'aller à Paris, ma mère, elle m'a fait un cours accéléré de cuisine et tout. Mais C'est disons, mon père, délicieux, ça. C'est délicieux d'entendre ça. oui, oui, un cours accéléré de cuisine. Donc, j'aime bien cuisiner, j'aime bien créer aussi. Parce que la cuisine, c'est aussi le miroir d'un pays. Tout à fait. Vous savez que nous sommes l'une des 3 plus grandes cuisines du monde, avec la chinoise et la française. C'est vrai. Et notre cuisine est particulièrement importante. Pourquoi? Parce que sa transmission par le phénomène du refoulement des Andalous a fait que nous avons apporté avec nous l'héritage de Zirieb. Ce fameux Zirieb qui avait fui les Omeyyades et qui était donc venu euh, en, en Espagne andalouse et qui a transporté et qui était un merveilleux cuisinier, mais pas seulement, parce qu'il était en même temps musicien, poète, etc. Donc, dans ces cours extrêmement riches, somptueuses de l'Andalousie, il y avait cette composante culinaire qui donc rentrait avec les Andalous qui sont allés vers Tétouan, vers Rabat, vers Fès, etc., etc. Voilà. Moi, je crois que j'ai tout dit. C'est beau. Vraiment, c'est magnifique. Voilà. On va peut-être remercier tout le monde pour la Oui, participation. oh, ah oui. On va les remercier. Moi, j'ai le courage de dire à tout ce monde-là que je les aime. Les anonymes comme ceux que je connais, je suis extrêmement contente qu'ils aient été là. Et j'ai des merci et des choses très belles. Nos amitiés à tout le monde, nos espoirs aussi. Ah, Francesco me dit dans la cuisine, ne pas oublier l'Italie. Oui, oui, Francesco, absolument, absolument. Et je vais la chanter aussi, cette cuisine. Pourquoi? D'abord parce qu'elle est d'une générosité extraordinaire. Une table italienne est extrêmement généreuse. Elle est très diverse. Elle est très très diverse d'une région à l'autre de l'Italie. Elle est familiale et noble pour certains plats. Et elle rappelle aussi cette grandeur de la Florence, cette grandeur de l'Italie. On n'oublie pas que la Renaissance est italienne et qu'elle est florentine et que le monde moderne est né à Florence. Je dis tout le temps quand je suis en Italie, non seulement vous possédez 80% des richesses mondiales, mais vous êtes l'origine de la modernité du monde. C'est vrai. Et vous avez beaucoup de chance d'être là-bas. Et cette correspondance entre nos deux pays, entre l'Italie et le Maroc, ne peut être que véritablement merveilleuse. Il y a une complémentarité. C'est-à-dire les deux pays sont tellement différents, mais ils sont si proches.
Oui, oui. Et puis, il y a des régions qui sont extrêmement, par exemple, sur la côte amalfitaine, j'ai trouvé des médinas du côté d'Amalfi et tout Oui, ça. Et oui, c'est c'est vrai. fantastique. Plus le fait qu'ils ont reçu nos citrons, qu'ils en ont fait une espèce de choses très, très parfumées, très locales, magnifiques. Le citron se mange comme un fruit là-bas. Et donc, tout ça est une, Roberta me dit qu'elle m'attend pour une bonne pasta. Arrivo subito. Grazie. Et voilà. Et Non, merci c'est riche. infiniment à tous. Et il y a aussi des messages d'amour dans l'autre sens. Et on est très très content, n'est-ce pas, Sehmed? Je vous Comme laisse on dit en conclure. italien, on dit aussi un abbraccio fortissimo per l'Italia, pour le Maroc et pour la France, parce que on va faire un trio. Et la Voilà. francophonie, moi, j'aime aussi, j'aime énormément et je sais que Rita aussi aime la culture, le mode de vie et l'art italien, c'est énorme aussi. Chaque région a sa répartition et donc, bon, on pourra en parler des heures et des heures sur ça, effectivement. Il Et n'y a pas de limite à la beauté. on n'oublie pas non plus que mon médian absolu, ma structure linguistique est française. Que si je suis, par exemple, un pont entre le Maroc et l'Italie, ce que je suis, je le dois d'abord. Bon, je suis latiniste d'origine, j'ai fait des études de latin, mais je suis structurée, ma pensée est extrêmement influencée par la langue française, par la culture française. Ce qui fait que euh, je suis un produit multiculturel qui démontre que la multiculture est une chose qui peut Absolument. exister, je C'est l'espère. vrai. Et Valeria me dit un abbraccio fortissimo. Un abbraccio. Anche a te Valeria, a presto. Après. Grazie a tutti. Bonsoir, merci. Merci. شكرا. شكرا لكم. كما كيقولوا تنميرت ميرسي بوكو شكرا Bonsoir. Bonsoir tout le monde. bonsoir merci Bonsoir. beaucoup Bonsoir, Votre Excellence. Bonsoir. merci Merci. excellence merci Merci.